Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième séminaire du calendrier 2023-2024, des séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vie sanitaire qui va porter aujourd'hui sur l'enquête québécoise sur la santé de la population. Donc, je me présente Fatima Binaté, je suis moi-même diplômée de la maîtrise professionnelle en santé publique de l'école, en option surveillance épidémiologique et je suis actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Je serai donc accompagnée du professeur Bernard Simon-Leclerc avec qui je co-animerai dans le fond une partie du séminaire. Alors aujourd'hui, nous recevons deux conférencières. Nous avons tout d'abord Madame Hélène Carré, professionnelle de recherche au sein de la direction des enquêtes de santé de l'Institut de la statistique du Québec, donc l'ISQ, et a ainsi collaboré au développement et à la réalisation des enquêtes de santé publique depuis plusieurs années. Elle détient un baccalauréat en anthropologie de l'Université de Laval, en sociologie de l'UQAM et en administration publique de l'ENA. Donc, Mme Camiron porte ses intérêts sur l'analyse des déterminants de la santé de la population à travers diverses composantes allant des modes de vie aux caractéristiques sociodémographiques. Elle est accompagnée de Mme Assia Melois, conseillère stratégique et adjointe exécutive à la directrice générale en gouvernance et en prévention de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la sécurité du travail, pardon, autrement la CNESST. Elle a travaillé comme analyste et conseillère en accès aux données administratives à des fins de recherche durant la dernière décennie à la Commission d'accès à l'information et à l'ISQ, donc l'Institut de la statistique du Québec. Madame Melois détient un baccalauréat en sciences de l'Université McGill ainsi qu'une solide formation de deuxième cycle en administration des services de santé et en santé communautaire. Elle est par ailleurs une diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise en santé publique de l'école. Donc, le séminaire d'aujourd'hui sera divisé en deux parties. La première présentera quelques éléments de la dernière édition de l'enquête québécoise sur la santé de la population et la seconde explorera le potentiel d'appariement des réponses de l'enquête avec des données administratives du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la RAMQ, de même que quelques aspects légaux et éthiques. Donc, avant de laisser la parole à nos conférencières, simplement vous rappeler que le séminaire est enregistré et que les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans l'enregistrement peuvent garder leur caméra fermée. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos conférencières. Merci beaucoup. Je vais débuter. Je vais partager mon écran si c'est possible. Ah, je pense que c'est pas le bon écran que vous voyez. Ça commence mal. Alors, puis si jamais vous m'entendez pas trop bien, que ça coupe, parce qu'on a fait des tests tout à l'heure, ça coupait un peu, je pourrais couper ma caméra. Alors, voilà. Je vais déplacer ceci pour vous voir un petit peu. Ouais. Là, je pense qu'il va falloir peut-être Donc, l'enquête, changer d'écran parce que là, en fait, c'est le mode présentation qui est activé. Donc, on va vos notes. vous voyez mes notes. Donc, hé là là. On va y arriver, parce que je sais que Asia a beaucoup de matériel intéressant à présenter, donc je vais essayer de faire ça relativement rapidement C'est de mon parfait. côté. C'est bon? Alors, je vais vous Oui, c'est présenter parfait. une première partie pour en quelque sorte mettre la table pour Asia, qui a pas mal de choses, comme je disais. Là. Voilà. Donc, on va commencer par une description de l'EQSP. Je vois qu'il y a beaucoup de gens de différentes directions de santé publique, des gens de la table de concertation nationale en surveillance. Donc, il y aura du matériel pas toujours nouveau pour vous. Néanmoins, le plan de la présentation, donc une brève description de l'enquête. Je vais vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir cette vaste enquête de santé et peut-être susciter chez certains d'entre vous un intérêt pour l'exploitation de ces données. Donc, une brève description de l'enquête, quelques éléments de sa méthodologie, surtout le contenu qui est très vaste, et enfin quelques résultats sélectionnés. La loi de santé publique prescrit la réalisation régulière d'enquêtes socio-sanitaires auprès de la population afin d'obtenir de manière récurrente les renseignements nécessaires à la fonction de surveillance continue de l'état de santé de la population et de façon plus particulière pour soutenir la mise en œuvre du plan national de surveillance.
C'est la Direction générale de la santé publique qui s'est engagée à assurer la coordination nationale de l'alimentation en données de surveillance, notamment celles provenant d'enquêtes socio-sanitaires par le biais d'un plan ministériel d'enquête sociale et de santé. La loi stipule que c'est l'ISQ qui exécute, l'Institut de la statistique du Québec, qui exécute les enquêtes nationales en conformité avec les objectifs établis par le ministère, à la suite de la consultation des directeurs régionaux de santé publique. Donc, l'EQSP est une enquête de surveillance réalisée par l'ISQ et elle s'inscrit dans le programme d'enquête en santé publique. L'ISQ vise à alimenter le plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants avec des données fiables et récurrentes, aidant ainsi à la prise de décision liée à la planification socio-sanitaire. Les résultats sont à l'échelle provinciale, régionale et locale et fournissent de précieux renseignements aux acteurs du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Et on l'espère, ces résultats viennent soutenir l'action de santé publique ou de d'autres secteurs et servent d'appui aux décideurs pour le développement ou l'optimisation des programmes et services qui sont élaborés dans une perspective d'amélioration de la santé de la population. C'est dans la foulée de l'application de la loi sur la santé publique que le développement des plans de surveillance a permis de sélectionner et de prioriser une série d'indicateurs qui est nécessaire de suivre dans le temps pour exercer la surveillance. En complémentarité avec les données d'autres enquêtes, notamment le SCC de Statistique Canada, ces enquêtes fournissent aux acteurs un noyau de base de données récurrentes, comparables et fiables pour toutes les régions du Québec. Donc, de manière plus précise, le QSP sert à établir un portrait global de l'état de santé de la population du Québec. On s'intéresse donc à obtenir des informations, on verra tout à l'heure tous les sujets, là, sur la santé physique et mentale, les habitudes de vie, la santé environnementale et la santé au travail des Québécois de 15 ans et plus. Cette enquête vise aussi à estimer, à faire des estimations à l'échelle provinciale, bien sûr, mais aussi régionale et locale, avec des données au niveau des réseaux locaux de services. Elle offre donc des estimations précises pour des plus petits découpages géographiques. Le QSP permet enfin de suivre certains indicateurs sur la santé de la population et de ses déterminants, donc de fournir des renseignements de surveillance fort utiles, comme on disait tout à l'heure. Quelques éléments de méthodologie. Comme vous le savez sans doute, c'est les personnes de 15 ans et plus vivant au Québec qui sont visées. C'est le fichier, le FIPA, qui est utilisé comme base de sondage. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, les objectifs sont d'avoir des estimations au niveau régional et local. Quelques résultats de collecte. La collecte s'est donc déroulée en 2020 et 2021, principalement en 2021. L'échantillon pour la collecte avait été séparé en 4 vagues qui ont été injectées à intervalles de 2-3 mois. C'est une façon qui permet de répartir les efforts de collecte sur toute l'année et d'avoir un nombre de répondants relativement égal sur toute l'année. Donc, 3 extractions à la RAMQ pour une meilleure couverture aussi chez les jeunes de 15 ans et plus, les nouveaux jeunes de 15 ans et plus qui sont inclus et les nouveaux arrivants. Il s'agit d'une collecte en multimode. Il s'agissait d'une collecte multimode en 2021, c'est-à-dire que les personnes étaient d'abord invitées à répondre sur le web par le biais d'une lettre et puis de relances postales. Par la suite, on fait des relances téléphoniques pour inviter les gens à retourner à commencer sur le web, puis finalement, on peut faire des entrevues au téléphone. Le taux de réponse global est de 64 %, ce qui surpassait nos attentes. On pense que peut-être la pandémie, à ce moment-là, a pu nous aider, notamment à rejoindre plus facilement les gens qui étaient en télétravail ou qui se sentaient isolés. Le taux de réponse varie toutefois d'une région à l'autre. Par exemple, il se situait vraiment entre 55 et 65 % selon les régions et entre 43 et 70 % par RLS. En tout, ça nous a permis de rejoindre 47 000 répondants. Donc, rapidement, par région, c'est ce que ça a donné en nombre de répondants et en taux de réponse. On voit que les objectifs sont atteints, sauf pour le RSS 11. Et puis, les taux de réponse sont assez uniformes, mais à l'exception des régions 9, 10 et 11, là, où on a toujours un peu de difficulté à rejoindre les gens. Alors, le contenu de l'enquête. D'abord, quelques mots sur le processus d'élaboration du questionnaire de l'EQSP. Comme il s'agit d'une 3e édition,
Pour le 2021, on a cherché à conserver environ 80% du contenu de l'édition précédente pour permettre des analyses d'évolution. Et puis, avant de sélectionner le contenu, le ministère a orchestré une vaste consultation de son réseau élargi pour qu'il identifie le contenu prioritaire à reconduire en 2021, les questions qui seraient à modifier pour rendre compte des réalités changeantes, les thématiques à bonifier ou à ajouter pour mieux comprendre certains phénomènes émergents ou qui étaient moins bien documentés ou non couverts par d'autres enquêtes. Donc, il y a un comité d'orientation de projet qui est composé de divers représentants du réseau de la santé qui a été mis sur pied. Le mandat du COP, communément appelé, le comité d'orientation de projet, c'est de conseiller le ministère et l'ISQ dans l'élaboration du contenu du questionnaire en tenant compte de différents critères, comme par exemple de s'assurer que les questions soient validées, que le questionnaire soit restreint à 30 minutes en moyenne. Et puis, il y a d'autres critères qui sont utilisés aussi pour le choix des questions, comme l'intelligibilité, évidemment, la qualité de la mesure, le fardeau au répondant qui doit être le plus petit possible. Et puis, dans le comité d'orientation de projet aussi, il y a des représentants des régions et des tables de concertation nationale en surveillance en santé environnementale, en santé au travail et en maladies infectieuses. Le processus d'élaboration du questionnaire a été soutenu par différents experts d'horizons divers aussi qui ont été consultés à l'occasion. Enfin, le questionnaire est examiné par les comités de l'ISQ, le comité d'éthique et le comité d'examen et confidentialité. Donc, la vaste majorité des sujets sont repris des premières éditions de l'enquête. Il a été jugé pertinent d'ajouter quand même certaines nouvelles thématiques pour des besoins de surveillance et suite à la consultation, comme je disais, du réseau. Certaines thématiques ont pu être retouchées par le retrait ou l'ajout du thème, par exemple. Je vais semer déjà une petite graine pour la partie d'ASIA. On verra qu'avec ASIA, il y a certains résultats qui pourraient représenter un intérêt pour du couplage avec des données administratives. Donc, si vous voulez commencer à réfléchir à ça, on pourrait envisager peut-être de lier les habitudes de vie ou les comportements avec différents problèmes de santé ou la mortalité précoce qui sont colligés dans les banques de données administratives. On pourrait penser à lier l'état de santé perçu avec la santé et les services utilisés, lier un déterminant de santé à un résultat de santé, ou alors au chapitre des habitudes de vie et des comportements de l'EQSP, on voit ici toutes les thématiques, là, habitudes de vie, activité physique, santé bucco-dentaire, tous ces sujets dans l'état de santé, voilà. Et puis, les autres thématiques, par exemple, en santé environnementale, on a posé des questions sur le bruit dans l'environnement, si les gens étaient dérangés à domicile ou perturbés, ou leur sommeil était perturbé par le bruit, et des questions sur la rhinite allergique, plus précisément celle qui est déclenchée par les pollens. Et puis, une grosse section de santé au travail, un gros volet santé au travail avec des caractéristiques des travailleurs, les risques psychosociaux au travail, par exemple les exigences psychologiques, l'autorité décisionnelle, le soutien des collègues et du supérieur, le cumul des contraintes physiques, le travail répétitif, les postures contraignantes, tout ça. Puis une section sur les maladies et les troubles liés au travail, comme la détresse psychologique, les troubles musculo-squelettiques ou la surdité attribuable au travail. Le début de l'enquête qui a dû être reporté de 6 mois à cause de la pandémie. Alors, on en a profité pour ajouter du contenu sur les répercussions probables de la pandémie sur la santé mentale, sur la vie sociale, les habitudes de vie et la réalité du travail. Donc, dans la première vague de l'enquête, on a posé des questions sur la COVID ou le lien de la COVID et certains déterminants de la santé. Puis, ce report-là nous a laissé un peu de temps aussi pour travailler sur un autre volet en lien avec la santé mentale. Donc, un volet sur le stress post-traumatique et l'anxiété. Plus précisément, ça nous a permis d'ajouter 2 échelles validées pour mesurer, d'une part, les symptômes du trouble de stress post-traumatique et, d'autre part, les symptômes du trouble d'anxiété, avec une échelle qui permet de parler du niveau de sévérité des symptômes d'anxiété. C'est un bel ajout à cette édition de l'EQSP.
Donc, les nouvelles thématiques, là, je vais passer rapidement parce que, comme je disais, Assia a pas mal de matériel. Nouvelles thématiques, évidemment, des nouveaux phénomènes à suivre un peu mieux. L'usage de la cigarette électronique. Consommation d'alcool, c'est pas nouveau, mais dans le QSP, ça l'est. Avant, c'était couvert par le SCC. La consommation d'opioïdes et puis des questions sur l'itinérance. Et les thématiques qui ont été bonifiées, j'ai mis juste une acétate, j'allais dire. Donc, la consommation de cannabis, les bruits, ça a été modifié aussi. Visite chez le dentiste, ce sont toutes des thématiques qu'on a améliorées dans le QSP 2021. Consommation d'eau, satisfaction à l'égard de son poids. Donc, quelques résultats sélectionnés sur 5 thématiques vraiment rapidement. Donc, faire un petit tour de piste, disons, avec l'activité physique, l'évolution entre 2014-15 et 2021 de la proportion des personnes actives dans le cadre de leurs loisirs, déplacements, transports, et de l'indicateur qui combine les deux types d'activité physique. On observe une baisse de l'activité physique en général. C'est le cas pour l'activité des transports, celle des loisirs aussi. La baisse s'observe tant chez les hommes que chez les femmes. Ça semble global, mais en fait, la diminution touche particulièrement les jeunes, les 15-24 ans et les 25-44 ans. Donc, je vous laisse regarder ça 2 secondes parce que je vois que le temps file. Boissons énergisantes, on peut s'attarder à l'évolution de la proportion des personnes qui consomment des boissons énergisantes comme du Red Bull, du Gourou. On constate une baisse de la population de 15 ans et plus. Cette baisse est également significative autant chez les hommes que chez les femmes. Ça semble une bonne nouvelle d'un point de vue de santé publique, mais il faut quand même s'intéresser également à la fréquence de consommation de ces boissons, car plus la consommation est à fréquence élevée, plus les effets délétères sur la santé peuvent être apparents. Donc, on voit que ça a diminué, mais en fait, quand on s'intéresse à la fréquence, on constate que les baisses se retrouvent du côté des consommateurs occasionnels, alors que la consommation régulière, elle, augmente. Cette augmentation est perceptible chez les hommes et chez les femmes, mais on la voit également dans tous les groupes d'âge. Petite statistique supplémentaire, parmi les jeunes de 15 à 24 ans, 10% en consomment au moins une fois par semaine des boissons énergisantes. On a demandé à tous les répondants s'ils avaient eu des idées suicidaires sérieuses au cours des 12 mois précédant l'enquête. L'analyse des résultats montre une augmentation des idées suicidaires au global. En ventilant par l'âge, on constate qu'on détecte une différence significative chez les plus jeunes, mais pas dans la population de 30 ans et plus. En éclatant davantage, on constate que c'est chez les 15-19 ans et les 20-24 que cette variation est significative. On a ensuite regardé les proportions en comparant les hommes et les femmes âgés entre 15 et 29 ans pour noter une différence surtout chez les femmes. Enfin, en croisant l'indicateur selon le genre et le groupe d'âge, on se rend compte que la problématique est particulièrement notable chez les jeunes femmes. Chez les filles de 15 à 19 ans, on est passé de 5,4% à 11% entre 2015 et 2021 qui ont eu des idées suicidaires. Donc, il y a un enjeu chez les jeunes. Et puis, avec les différents indicateurs qui abordent la santé mentale dans le QSP, c'est notable aussi. Par exemple, l'anxiété généralisée montre que les jeunes sont davantage que les autres touchés par des symptômes d'anxiété. Même chose pour la détresse psychologique et l'insatisfaction à l'égard de sa vie sociale. Un autre résultat encourageant pour la santé publique, c'est le tabac, mais je vais passer rapidement aussi. Par contre, on voit, et vous le savez sans doute, vous ne serez pas surpris de voir que ce qui est moins encourageant, c'est le vapotage. Eh bien, en effet, chez 3% de la population du Québec, il y a eu usage de la cigarette électronique sur une base quotidienne ou presque, selon les résultats de l'EQSP. On estime que chez les jeunes, cette proportion est de l'ordre de 9%. Donc, c'est un phénomène quand même en émergence qui mérite sûrement une surveillance.
Je ne vais pas parler d'obésité, ça augmente partout. Je vais simplement vous inviter, si les résultats de l'EQSP vous intéressent. J'ai vraiment fait un tour ultra rapide. Il y en a beaucoup, c'est multithématique. Vous pourrez aller voir d'autres résultats dans le rapport d'analyse provincial et dans les faits saillants aussi sont sur le site Internet. Et si vous avez besoin de support méthodologique et technique, tout se trouve sur le site et au cas de risque. Donc, voilà. Je vais arrêter de partager. Ça suffit. Merci beaucoup. Donc, je poursuis avec ma partie. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Excellent. Donc, moi, je vais vous amener un petit peu plus loin. Donc, à partir de l'EQSP, on va aller exploiter le potentiel de l'appariement des réponses avec des données administratives. Le plan de la présentation, je vais parler des objectifs, du contexte, quelques concepts clés, les types de données qu'on a, la revue de littérature et quelques constats qui vont nous renseigner sur les utilisations possibles de ce type d'appariement-là. Les autres enquêtes qui existent à l'Institut de la statistique du Québec qui y ont la possibilité d'appariement, des considérations légales et éthiques, puis on va conclure là-dessus. Alors, les objectifs, c'est de vous montrer le potentiel du jumelage des données de l'UQSP avec des données administratives en santé, au passage de considérer l'encadrement légal et éthique qui est en mouvance et l'extra. Donc, j'aimerais que vous sortiez de cette présentation-là avec des inspirations ou des idées pour de futures études. Le contexte actuel, c'est qu'on a des enquêtes populationnelles de haute qualité qui sont effectuées par l'ISQ. Ça prend beaucoup de ressources matérielles, humaines. Elles sont très dispendieuses, mais elles ne sont pas exploitées. La plupart des personnes ne savent pas qu'il existe un consentement à l'appariement de ces réponses-là avec des données administratives. Et on va voir comment les changements légaux depuis 2021 qui ont changé la mission de l'ISQ pour intégrer le fait de recevoir des données administratives du ministère de la Santé et de la RAMQ, entre autres, et les rendre disponibles pour les chercheurs. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas une nouveauté en soi, ce que je vous présente ici. Donc, ce type d'appariement existe ailleurs, mais je veux juste vous montrer les possibilités avec le QSP parce qu'elle n'est pas encore exploitée. Dans le cadre d'une démarche de valorisation de données, il y a une revue de littérature qui a été effectuée à l'automne dernier pour montrer quelques utilisations possibles de cet appariement-là. Et il ne faut pas oublier que cette démarche-là s'inscrit dans le respect des renseignements personnels. Quelques concepts de base, quand on parle de données administratives, juste pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, ou des données médico-administratives, on parle de données qui sont compilées par un ministère ou un organisme dans le cadre de sa mission, dans le cadre des programmes ou des services qu'il donne à sa clientèle. Exemple, le FIPA, c'est le fichier d'inscription des personnes assurées à la RAMQ. Donc, ça contient toute personne qui détient, c'est de manière très simple, là, qui détient une carte maladie. Et ça sert pour sélectionner un échantillon représentatif de la population si on veut faire de la recherche ou de la surveillance. Le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, lui, c'est constitué des déclarations de médecins. Donc, le médecin, pour se faire payer, pour les médecins qui sont rémunérés à l'acte, doivent remplir une certaine facture dans laquelle ils inscrivent les actes qu'ils ont posés et les diagnostics s'il y a lieu. Donc, cette base de données-là est très riche et elle peut être utilisée pour étudier la prévalence de certaines maladies, par exemple. Quand on parle d'utilisation secondaire de données, c'est justement d'utiliser des données qui, à la base, n'étaient pas faites pour la recherche ou la surveillance, mais pour d'autres fins administratives, puis on leur donne une deuxième vie. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par utilisation secondaire. Finalement, quand je parle de jumelage, d'appariement ou de couplage des données, moi, je vais les utiliser dans le cadre de cette présentation-là de manière invariée. Mais sachez que dans certains milieux, il peut y avoir une différenciation entre le jumelage et l'appariement.
Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on combine au moins 2 sources de données qui concernent la même personne. Donc, il y a une équipe de statisticiens très restreinte là, à l'ISQ qui font l'appariement probabiliste et donc ils peuvent avoir accès à des identifiants directs là, pour confirmer certains appariements. Mais la plupart des personnes qui travaillent soit en recherche, des chercheurs, des professionnels de recherche ou bien même des professionnels qui travaillent dans les ministères et les organismes n'ont pas accès aux données nominalisées, bien sûr, mais à des numéros banalisés. Donc, c'est le même numéro qui suit la personne dans les différents fichiers. Donc, on peut voir la possibilité d'appariement que ceci présente en soi. Donc, de manière plus imagée, si on regarde, si on prend les réponses de l'enquête d'un côté, en tenant compte des réponses manquantes, et de l'autre côté, on a les données administratives, on peut lier les deux au niveau de l'individu, sauf pour les personnes qui n'ont pas donné de consentement. Donc, ces personnes-là sont exclues de ce jumelage. Quand je parle de données administratives, quelques exemples. Là, dans le FIPA, on peut trouver des données démographiques. Dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, on trouve les actes qui sont posés et les diagnostics du médecin. Dans Médéco, on a les hospitalisations. Dans les services pharmaceutiques, on a les médicaments qui sont utilisés dans les régimes pour les gens qui sont dans le régime public de médicaments, de l'assurance médicaments de la RAMQ. On peut trouver des données sur les urgences dans la BDCU, les traumas dans le CIRTEC, les services en CLSC dans ICLSC, des coûts. On peut trouver ça dans différents fichiers. On peut trouver des données sur les décès, les circonstances des décès, en fait, les causes initiales et secondaires des décès dans des données administratives. Ça, c'est quelques exemples seulement. Au niveau de l'enquête, là, ma collègue Hélène vient de vous présenter les différentes thématiques qui ont été étudiées. Donc, le consentement, comme indiqué tantôt, est essentiel à l'appariement. Donc, ici, je vous montre la progression de l'appariement entre les différentes éditions de l'UQSP. En 2008, il y a le nombre total de personnes qui ont participé à l'enquête. Puis en dessous, il y a le taux de consentement au couplage des données. Donc, ça varie entre 71 et 83, dépendamment des éditions. Et ça dépend aussi du mode de la collecte, donc les collectes téléphoniques versus les collectes multimodales. Il faut noter qu'une repondération est nécessaire, étant donné que ce n'est pas l'ensemble des participants qui acceptent le jumelage aux données. Donc, il y a une repondération qui est nécessaire pour tenir compte de ce sous-ensemble-là seulement pour pouvoir généraliser les résultats à l'ensemble de la population. Donc, quelques pour et contre, quand on regarde les données administratives, c'est des données qui sont générées systématiquement par des ministères et des organismes. Le coût est comme passif pour les utilisations secondaires. Donc, on facture seulement pour la préparation des fichiers, mais pas pour les données, pour l'accès aux données en tant que tel. Ces données-là visent la population entière qui est desservie par ce ministère ou cet organisme-là dans le cadre de leur programme ou de leur service. Cependant, c'est des données qui ne sont pas bâties pour la recherche ou pour la surveillance. Donc, dans le cas de l'utilisation secondaire, ça se peut que ça ne nous renseigne pas sur tous les aspects sur lesquels on veut être informé. Par exemple, il y a beaucoup de variabilité. Si on regarde, par exemple, le mode de rémunération des médecins, en 2020-21, il y avait 77% des médecins qui étaient rémunérés à l'acte à la RAMQ. Donc, on a une proportion seulement des actes qui sont posés. Si on regarde le fichier des services pharmaceutiques, par exemple, ça couvre seulement les populations qui n'ont pas d'assurance privée ou qui ont la majorité des gens qui ont 65 ans et plus. Si on regarde, par exemple, certains fichiers sont validés comme Médéco dans les hôpitaux, les fichiers sont validés par des archivistes, alors que le fichier des services rémunérés à l'acte n'est pas validé par des professionnels. Donc, c'est à prendre en considération quand on veut définir un cas. Ces données-là ne contiennent pas les services qui sont utilisés dans le privé, 100% privé, donc par exemple les soins dentaires en cabinet privé, des professionnels en santé mentale, physiothérapie, des médicaments par les assurances privées, ça, ce n'est pas inclus dans les données administratives. Et les périodes de collecte et de disponibilité des variables, elle est vraiment variable d'un fichier à l'autre. Par exemple, si on regarde la banque de données pour les services d'urgence, elle existe depuis 2014 seulement, alors que les services médicaux rémunérés à l'acte existent depuis les années 80.
Il y a certains fichiers qui sont disponibles 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, ou comme le fichier des décès, 2 à 3 ans plus tard. Donc, il y a une certaine variabilité. Puis enfin, tout ça, c'est affecté, toutes ces données-là sont affectées par des changements de codification administrative. Du côté des enquêtes, les pour et les contre, donc c'est des données qui sont primaires, donc qui sont conçues pour répondre à certaines données ou problématiques ou thématiques particulières. Elles nous renseignent en plus, elles peuvent nous renseigner en tout cas sur les habitudes de vie, la satisfaction, la violence, l'auto-évaluation, etc. Certaines enquêtes, ce n'est pas le cas pour le QSP, peuvent nous renseigner sur des mesures, donc la taille, le poids, la tension artérielle, etc. Par contre, les données d'enquête représentent un fardeau sur le participant. C'est le participant qui doit prendre le temps de répondre aux questions, qui doit se rappeler des événements qui se sont passés, etc. Donc, il y a beaucoup de fardeau qui est sur le participant. La collecte, elle est active, elle exige beaucoup de ressources humaines et matérielles pour la relance, etc. On fait face à des biais du répondant, là, que ce soit le biais de rappel, le biais télescopique, désirabilité sociale. Certaines enquêtes sont affectées par le mode de collecte, comme on a vu tantôt. En tout cas, on ne l'a pas vu en détail, mais vous savez qu'il y a des enquêtes qui sont seulement téléphoniques, puis maintenant, dorénavant, là, on est plus dans le multimodal. Et il y a des réponses manquantes, ce qui peut représenter des défis parfois par rapport au traitement des données. Les modifications des questions d'une édition à une autre peut affecter la comparabilité. Et puis, pour les enquêtes longitudinales, qui n'est pas le cas pour le QSP, mais par exemple, si on prend l'enquête sur les développements des enfants, de l'ELDEC, il y a une attrition dans le temps dans ce genre d'enquête-là. Si on regarde la situation actuellement au Québec au niveau de la surveillance, je dis vraiment surveillance, ce n'est pas le cas pour la recherche, on a soit des systèmes de données qui sont faits avec un appariement de données administratives seulement, par exemple le SISMAC pour les maladies chroniques, la BD de suicide, puis les maladies congénitales. C'est seulement des données administratives appariées entre elles. Et de l'autre côté, on a des enquêtes qui sont effectuées dans le cadre de la loi sur la santé publique, notamment le QSP, le QSJS, l'état de GES, etc. Donc, il y a comme deux mondes qui coexistent en surveillance, mais les données ne sont pas apparues. Donc, ce qui m'amène à un projet que j'ai effectué l'automne dernier. Donc, c'était pour chercher dans la littérature scientifique toutes les recherches qui ont été faites grâce à un appariement entre des données administratives et des données d'enquête appariées au niveau de l'individu. Donc, tout ce qui a été exclu, donc tout ce qui est dossier électronique du patient, donc dans les hôpitaux, ça a été exclu. Tout ce qui est appariement au niveau environnemental et non pas au niveau de la personne, ça a été exclu. Donc, juste pour avoir la comparaison la plus proche possible de ce type d'appariement qu'on essaie de faire. Après ça, j'ai extrapolé des catégories à travers ces usages-là. Je n'ai pas sélectionné de thématique en particulier. Je voulais vraiment voir qu'est-ce qui se fait avec ce type de données-là. Et il faut aussi noter que ce n'est pas une revue systématique. Donc, ce que je vais vous présenter n'est pas une recherche exhaustive, mais quelques exemples pour susciter votre intérêt. De manière très préliminaire, quelques constats qu'on sait déjà par ailleurs. C'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites à l'aide de l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes, l'ESCC, qui est effectuée à chaque 2 ans à travers le Canada. Ces études-là, qui sont effectuées pour le reste du Canada, ça exclut très, très souvent, ça exclut le Québec. On a des chercheurs qui utilisent des définitions de cas qui sont validées. D'autres vont expérimenter avec le jeu de données qu'ils ont pour déterminer c'est quoi la meilleure méthode parmi différents scénarios qui nous permet de capter le plus de cas possible. La période d'extraction est importante. Dans la plupart des cas, on prend la date de l'entrevue, donc la date de participation à l'enquête, comme la date index. À partir de cette date-là, on peut aller en amont pour vérifier des conditions préexistantes ou pour valider les réponses qui ont été données par les répondants. Et on peut aller de manière prospective, donc en aval, pour voir c'est quoi l'évolution dans le temps des maladies, les décès, les multimorbidités, etc. Donc là, je vais vous parler de quelques résultats. Je vais accompagner ça de quelques exemples de l'UQSP, juste pour susciter votre attention, pour susciter votre curiosité, vous donner le goût d'explorer un peu les données. Mais c'est à vous de faire des recherches pour voir si, effectivement,
le type de recherche que vous voulez faire est possible avec les variables qui sont disponibles. Donc, faites attention aux fausses bonnes idées. Donc, un usage qui est commun, c'est la concordance. On va concorder les données qui se trouvent dans les données administratives versus les données d'enquête. Pourquoi on fait ça? Pour déterminer est-ce qu'il y a des réponses qui sont communes? Est-ce qu'on veut savoir, est-ce que en tout cas, on va vérifier l'exactitude des réponses des participants. Je vous cite ici 2 études qui ont regardé la concordance pour les maladies chroniques et plus la maladie était difficile à diagnostiquer, plus faible était la concordance entre les 2 sources de données. Il faut faire attention. Donc, ici, on regarde le plus, donc ce qui se trouve à la fois dans les données administratives et les données d'enquête. On regarde plus ici le chevauchement. Puis, il faut faire attention. Hein? J'ai mis le moins entre parenthèses parce que c'est pas parce que un service n'est pas dans les données administratives qu'il n'existe pas. Ça se peut que ça soit que ce service-là est cherché dans le privé. Ça se peut que le médecin n'a pas déclaré tous les actes qu'il a posés. Donc, un petit bémol par rapport à l'exemple au négatif. Dans les QSP, est-ce qu'on peut explorer, par exemple, la rhinite allergique ou la surdité, puis aller vérifier ça dans les données administratives, voir si on a des diagnostics qui confirment ça. Okay? C'est une question que je vous pose. On peut utiliser ce type d'appariement-là pour mesurer la prévalence. Donc, tantôt, on a utilisé l'argument « et », donc il fallait que la condition se trouve dans les 2 bases de données. Pour la prévalence, on utilise l'argument « ou ». Donc, soit on veut avoir si des diagnostics ont été faits soit dans les données administratives, soit dans les données d'enquête, pour capturer le plus de cas possible. Donc, je cite ici aussi 2 études. Donc, par exemple, l'une d'entre elles a regardé les cas de troubles anxieux et de l'humeur, par exemple. Donc, les chercheurs ont conclu qu'en utilisant chacune des sources de données séparément, on détecte différents groupes de la population. Donc, nécessairement, on a une sous-estimation de la prévalence de cette condition-là. À l'IQSP, est-ce qu'on peut explorer la santé mentale, la santé bucco-dentaire, qui ne sont pas nécessairement couverts par le public, en tout cas, qu'on peut trouver dans les 2 sphères? On peut aussi lier des habitudes de vie ou des comportements à risque avec des maladies ou de la mortalité après un certain temps. Donc, il y a une étude qui a fait la corrélation entre les activités physiques et la survie après un AVC qui était en Ontario. Exemple, ici, il y a d'autres études qui sont faites avec l'insécurité alimentaire, mais juste par souci de temps, je vous propose comme idée, est-ce que dans le QSP, on peut regarder les activités physiques de loisirs ou de transport, les boissons sucrées, l'alcool, le tabac, les opioïdes, le statut pondéral, puis on peut aller lier ça avec des diagnostics de la multimorbidité ou de la mortalité précoce. C'est quelque chose qui serait à évaluer. On peut également utiliser ce type d'appariement-là pour lier l'état perçu de la santé ou le besoin non comblé en service avec un état de santé. Exemple, il y a une étude qui a été faite en fait au Canada, dans toutes les provinces sauf le Québec, avec les données de l'ESCC pour évaluer l'appartenance, donc le sentiment d'appartenance à une communauté chez les aînés qui sont affectés par le diabète et pour voir est-ce que ce facteur-là les protège d'une hospitalisation qui est potentiellement évitable. Au Québec, il y a des chercheurs qui ont utilisé l'enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14 ans, qui ont lié ces données-là avec des données administratives pour voir et ils ont utilisé aussi un autre type de données, les données des ordres professionnels, pour voir, pour lier en tout cas le besoin de santé mentale de ces jeunes-là avec le nombre de professionnels en santé mentale dans chaque région, pour voir est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Puis effectivement, c'était le cas. Donc ici, si on reprend le même diagramme, si on regarde seulement un type de données, un type de données, par exemple les données administratives seulement pour faire une planification stratégique des services à donner, et on oublie d'aller voir dans les données d'enquête, notre planification va être complètement biaisée parce qu'on va nécessairement ne pas tenir compte de certains besoins. Au niveau du QSP, est-ce qu'on peut, étant donné qu'on a des échelles de diagnostic qui sont faites pour le trouble d'anxiété généralisée ou les troubles de stress post-traumatique, c'est carrément l'échelle qui est utilisée pour faire des diagnostics. Donc, en combinant les 2, on peut détecter les personnes qui souffrent de ces conditions-là, mais qui n'ont pas à les consulter.
On peut lier un déterminant de santé à un résultat de santé, donc que ce soit le statut socio-économique, le logement, etc. Donc, on a une étude ici de l'Ontario qui a utilisé les données de l'ESCC pour voir s'il y avait un lien entre les améliorations de la condition de l'environnement physique immédiat, donc de l'habitation, avec un décès prématuré dans les 15 ans suivant l'enquête. Si je reviens dans le QSP, est-ce qu'on peut utiliser le profil démographique ou socio-économique ou bien le bruit environnant pour voir après ça les diagnostics ou les multimorbidités qui sont développées à travers le temps. On peut utiliser ce jumelage-là pour compléter les réponses manquantes. Donc, comme indiqué tantôt, le fardeau pour le participant est élevé. Donc, est-ce qu'on peut se passer de certaines questions ou bien venir remplir ou compléter des questions manquantes? Je cite ici une étude de l'ALDEC, une étude qui a utilisé l'enquête longitudinale du développement des enfants du Québec et qui est allée chercher dans les données administratives du ministère de l'Éducation dans ce temps-là pour voir la diplomation au secondaire 5. Donc, on complétait ainsi les réponses. Est-ce que, si on retourne à l'EQSP, est-ce qu'on peut prendre des blessures graves, par exemple, puis aller voir au niveau des visites à l'urgence, est-ce qu'on est capable de compléter des réponses que les participants n'ont pas complétées, par exemple? On peut développer des outils ou des indicateurs. Je vous donne ici 3 exemples. Donc, en Ontario et au Manitoba, il y a des chercheurs qui ont utilisé le SCC avec des données administratives pour développer le Chronic Disease Population Risk Tool, qui est un algorithme pour prédire l'incidence d'une première maladie chronique parmi 6, ils en avaient 6, chez l'adulte durant les 10 années qui suivent la prise de ce test-là, en se basant sur des caractéristiques démographiques, des habitudes de vie et d'autres facteurs qui sont relatifs à la santé. Au Québec, on a l'enquête sociale et de santé du Québec qui date de 92 et 98, qui a servi à développer l'outil MyRisk Stroke Calculator. C'était pour lier les caractéristiques démographiques, l'état de santé et les habitudes de vie pour calculer le risque de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 ans suivant l'enquête. Au Québec, on a Mme Sonia Jean de l'INSPQ qui utilise les données de l'ESCC, qui les a liées avec des données administratives via la cohorte Torsade pour développer un indicateur de fragilité des aînés. Donc, au niveau de l'UQSP, je laisse libre votre imagination pour voir qu'est-ce qui peut être inventé ou découvert avec ce type de jumelage. Finalement, on peut caractériser les patients qui ont recours aux soins les plus coûteux ou à une grande utilisation des services, les grands utilisateurs. Là. Donc, il y avait une étude en Ontario qui a utilisé les données de la SCC appareillées avec des données administratives pour regarder le coût, en tout cas des services les plus coûteux. Puis, ils ont découvert que c'était au niveau des personnes qui souffraient de douleurs chroniques, donc, et l'impact que ça avait sur les limitations d'activité quotidienne, qu'on trouvait les frais les plus élevés. Il y a une autre étude aussi que je cite ici qui ont découvert que c'était les personnes, que c'était les facteurs de risque de tabagisme et de sédentarité qui étaient les comportements associés à des utilisations les plus coûteuses des services de santé. À l'UQSP, est-ce que les troubles musculo-squelettiques sont des conditions, en tout cas, qui suscitent des plus grands coûts, en tout cas les coûts les plus dispendieux de services? Je ne sais pas, je vous laisse vérifier ça si ça vous intéresse. Donc, sachez aussi qu'il y a d'autres enquêtes à l'ISQ qui contiennent le consentement pour l'appariement aux données. Donc, à part le QSP, on a d'autres enquêtes là, qui concernent la lutte contre le cancer, les limitations d'activité ou des conditions de travail, d'emploi, santé, sécurité au travail, ou bien le développement longitudinal des enfants. En tout cas, l'étude longitudinale sur le développement des enfants. Donc, je vois le temps passer. Je conclue avec les modifications législatives et éthiques qui ont eu lieu dans la dernière période. Donc, depuis 2021, il y a eu beaucoup de changements. Ne serait-ce si on regarde, par exemple, en juin 2021, il y a eu des changements sur la loi sur l'Institut de la statistique, justement pour inclure la mission envers les chercheurs, mais elle n'était pas applicable qu'1 an plus tard, donc en juin 2022, quand on a reçu les décrets du ministère de la Santé, RAMQ, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il y a d'autres décrets qui sont à venir pour ajouter les données de Revenu Québec, du MIFI, donc l'immigration
Travail, l'emploi et solidarité sociale et Retraite Québec pour tout ce qui est les allocations pour les enfants. Et il y avait aussi l'attente de l'approbation des règles de gouvernance par la Commission d'accès à l'information. En septembre 21, il y a eu la loi sur l'accès qui a été modifiée avec des entrées en vigueur en trois étapes. Donc, dans la majeure partie des modifications vient de passer là, en septembre dernier. En 22, donc à la fin de 22, on a l'énoncé politique des 3 conseils qui a été modifié aussi, donc ce qui est qui représente donc, tout ce qui est règles éthiques. En 2023, on a la loi sur les renseignements de santé et services sociaux qui a été sanctionnée, mais qui n'est pas encore en vigueur. Donc, comment ça va venir changer? Donc, tout ce que je viens de vous dire, là, ça ne prend pas compte de cette loi-là. Cette loi-là, elle va vraiment changer la perspective qu'on a actuellement sur les données. Il y a eu aussi des consultations durant l'été dernier sur le consentement, même si ça ne visait pas les données de santé, et c'est quand même intéressant de voir la répercussion. Il y a le projet 15 qui est à l'étude détaillée. Quel serait son impact sur les données de santé? On le saura plus tard. Je reviens rapidement sur le consentement. Sachez que le consentement est une condition sine qua non à l'appariement. On a certaines règles du consentement qu'on peut trouver dans les différentes lois, dont la loi sur l'accès, la loi sur les renseignements de santé et services sociaux, qui est intéressante parce qu'à l'article 6, là, on vient ouvrir des possibilités. Donc, je vous lis rapidement là, un petit énoncé. On dit, en matière de recherche, le consentement peut viser des thématiques de recherche, alors qu'auparavant, c'était vraiment des sujets de recherche. Là, maintenant, on ouvre ça à des thématiques de recherche, des catégories d'activités de recherche ou des catégories de chercheurs. Donc là, déjà, il y a une certaine ouverture qui s'ajoute à toutes les autres données qui vont être ajoutées, bien sûr, avec cette loi-là. Puis, on a le PTC 2 de l'édition de décembre 2022 qui, dans le chapitre 3, qui rappelle les principes du consentement, qui croisent, en tout cas, qui sont similaires aussi avec la loi sur l'accès, mais aussi une nouvelle section sur le consentement élargi pour des utilisations futures, donc qui est intéressant. Si on compare les deux, c'est la loi qui prime en premier, puis par la suite, en termes de hiérarchisation, c'est vraiment la loi qui s'applique dans le territoire, puis par la suite, les guides éthiques. Donc, je conclue avec ça. Donc, juste des points à retenir. On a des données qui sont très riches au Québec, mais elles sont sous-utilisées. Donc, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer l'accès, pour valoriser les données, bonifier le système de surveillance, peut-être potentiellement améliorer l'organisation des services de santé, guider les politiques publiques éventuellement, surtout à l'égard de, en tout cas, suite à la vulnérabilité qui a été dévoilée par la pandémie. Donc, le contexte légal, comme on vient de voir, est en changement continu. Donc, on s'attend à avoir des mises à jour sur l'opérationnalisation de ce qui s'en vient par la loi. Et éventuellement, on a besoin d'un arrimage entre les différentes entités pour que ça soit plus fluide de faire cet appariement de données. Donc, voilà, je conclue là-dessus. Si vous avez des questions qui concernent l'accès aux données, donc je vous dirige vers l'adresse générale. Si vous avez des questions sur la présentation, là, ça me ferait plaisir de vous répondre. Alors, voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, Hélène et Assia. Voilà, oui, je voulais demander de retirer. Alors, les personnes, si vous avez des questions, vous pouvez soit poser les questions dans le bavardage ou soit lever la main et puis on pourra vous donner la parole. Donc, on a déjà question ou commentaire de Francis Blanchard qui dit on peut penser qu'en tenant compte des données administratives disponibles, le questionnaire de l'EQSP pourra être éventuellement bonifié pour renforcer l'appariement des données et donc de combler le vide existant en matière de disponibilité des données. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Effectivement. Oui, moi aussi, je pense que ce serait une bonne chose, sachant, comme on a vu, que le taux de consentement est autour de 80 %. C'est quand même des possibilités qui s'ouvrent à nous d'aller soit compléter les réponses des répondants ou même de compenser des banques et à la rigueur de diminuer le fardeau du répondant en ne lui posant pas certaines questions parce qu'on sait d'avance que c'est disponible dans les données administratives. C'est sûr que
ça devrait faire partie de nos critères de sélection pour le contenu et les questions. Merci beaucoup. Et donc, Dr. Stock, Suzanne Stock. Dr. Stock, vous pouvez poser votre question. Votre microphone est fermé. Oui, pardon. Oui, peut-on coupler les données d'indemnisation de la CNSST avec les données du UQSP ou les données de MEDECO? On a deux types de questions, en effet, sur les TMS et au travail qu'on aimerait vraiment poursuivre. Donc, c'est quoi les possibilités? C'est quoi le processus de chercher permission? D'accord. Donc, tout ce qui est données administratives de la CNSST, ce n'est pas inclus dans cette étude-là. Moi, je ne travaille pas dans l'accès en ce moment à la CNSST. Donc, on a des données sur la santé au travail dans le QSP. On peut les jumeler avec des données du ministère de la Santé et de la RAMQ. Donc, pour voir s'il y a d'autres possibilités de consentement, là, je dirige à l'ISQ. C'est la responsable de la protection des renseignements personnels qui peut voir si l'interprétation du consentement peut inclure ce type de données-là. Et pour chercher la permission de coupler avec les données de MEDECO et le EQSP, je n'ai pas compris c'était quoi le processus. D'accord. Donc, vous faites une demande d'accès aux données pour des projets de recherche, comme à l'habitude, à travers la plateforme de l'ISQ. À ce moment-là, il va y avoir des analystes qui vont prendre en contact avec vous pour vous identifier tout ce qui est possible comme appariement. Donc, il y a eu des présentations à ce sujet-là dans le cadre des ateliers du SIX. Il y en avait une le mois dernier, en septembre. Donc, c'est enregistré. On pourrait vous donner le lien. Donc, on explique les étapes d'accès. J'apprécierais énormément, oui. Oui, il n'y a pas de merci. Et si quelqu'un d'autre qui connaît la réponse par rapport aux données de CNSST, je serais bien intéressée. Vous pouvez écrire à l'adresse de l'accès, je pense, demande.accès à la CNSST pour voir les possibilités. Bon, on va faire vite parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, Simon Vergniaud, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour, merci. Ma question, je l'ai posée aussi dans questions-réponses, mais je vois que vous ne la voyez pas. Elle se pose plutôt vis-à-vis de l'utilisation de ces appariements dans une approche, pas recherche, mais une approche terrain, puisque nous, le QSP, c'est passionnant, mais en fait, il nous manque énormément de niveau de stratification et de précision des données pour aller cibler nos actions derrière. Donc, est-ce que ça c'est envisagé par l'ISQ ou est-ce que c'est que de l'accès recherche avec un temps d'analyse? Il n'y a pas des sets de données qui sont prévus d'être mis à disposition pour des appariements avec une réflexion pour effectivement être sur de l'agrégation de certaines variables pour pour rendre les données plus robustes en termes de confidentialité, mais que derrière, on puisse aller plus outiller la décision terrain avec cette mine de données que vous décrivez, mais qui est très, très loin de nous, alors que nous, on a l'impression d'en avoir besoin. Le QSP, c'est passionnant, mais moi, j'ai des données de santé au travail sans aucune notion du secteur d'activité économique. Je ne peux pas les relier, comme disait le Dr. Stock, à des consommations de soins. Donc, quelque part, il nous manque ce lien-là. Est-ce que c'est envisagé ou je rêve? Je ne sais pas, Hélène, si tu as la réponse, mais moi, de mon côté, je ne suis pas au courant de ça. Mais en tout cas, le processus qui est en place en ce moment, ça concerne les chercheurs. Mais je sais qu'à la CNSST, il y a des données ouvertes qui sont publiées, mais effectivement, elles ne sont pas couplées. Donc, à voir. C'est des questions qui sont intéressantes à explorer, effectivement. Oui, en effet, c'est très intéressant comme question. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail on peut aller aussi dans les données administratives. Est-ce que les données socio-démographiques des individus, ça nous permet de ventiler plus et d'avoir plus de précision? C'est beaucoup du cas par cas quand on commence à faire ces recherches. Donc, peut-être des discussions à avoir dans le futur. Très bien, merci. Moi, je viens de la France, comme vous l'entendez, où on a un accès à la donnée médico-administrative dans la décision publique qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc, on s'en sert beaucoup pour aller densifier, pour aller guider nos décisions, pour aller faire du pilotage derrière, pour aller préciser les populations, les impacts et autres.
Donc, c'est vrai que je ne sais pas si je peux vous diriger vers ce qui est fait en France, mais il y a des choses qui sont faites autour d'un Health Data Hub qui vise à faciliter justement ces appariements, à créer éventuellement en fait, des bases d'agrégation qui puissent être versées directement dans les bases médico-administratives pour avoir de la donnée certes moins fine, mais qui va amener de la précision issue d'autres domaines qui peut être précieuse en santé publique en particulier où moi j'exerce. Merci beaucoup. Ben, merci pour votre commentaire. Moi, quand je travaillais à l'ISQ, on regardait aussi ce qui se passait en Europe, mais aussi dans le reste du Canada. Donc, il y a beaucoup de rattrapage, mais aussi, c'est pour ça que je conclue avec la nécessité d'arrimer tout ça. On a différentes organisations qui sont soumises à différentes lois, différents standards. Donc, l'arrimage, en tout cas, entre ces processus-là est nécessaire. Donc, effectivement, c'est des travaux qui devraient venir. Merci beaucoup. Le temps file. On peut encore. Il y a deux seules dernières questions. Celle de Céline Plante en premier et ensuite Slim Haddad. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire rapidement. Vous parlez beaucoup de l'EQSP avec les données médico-administratives, puis de la façon que j'entendais, c'est comme si le jumelage était fait à la carte à recouvrement de coûts. Est-ce que vous avez déjà essayé l'appariement? Avez-vous les taux d'appariement? Puis ça ressemble à quoi les délais puis les coûts approximatifs? Intéressant, parce que l'EQSP, on a utilisé le FIPA comme base de sondage. Donc, les liens sont déjà faits. À part la base, tout ce qui est événements démographiques, dans le registre des événements démographiques, les naissances, les morties de naissance et les décès, ça, c'est pas encore fait. C'est des jumelages qui doivent se faire, en tout cas, en deuxième temps. Mais les appariements, on a déjà les clés. Donc, ça devrait être beaucoup plus, en tout cas, possible que si on avait besoin de faire ça à la mi-temps. Puis les délais, fait que le délai, il est presque pas là, c'est plus en termes de coûts. En fait, les délais, ça dépend de la charge de travail qui est existante, de tous les dossiers qui sont là auparavant. Donc, je vous dirige vers les services d'accès aux données parce que je ne suis pas à l'ISQ en ce moment. Donc, c'est eux qui vont vous répondre sur les délais. Je sais qu'ils publient les délais sur le site Internet, là. Donc, vous pouvez voir ça. Merci beaucoup. Et une dernière question de Slim Haddad. Ça va être court parce que Suzanne et Mme Plante ont cannibalisé mes questions. Moi, je me préoccupe, voilà, c'est ça, de la question du temps que ça prend entre le moment où on peut faire une demande et le moment où on va recevoir les jeux de données. Et vous savez, les chercheurs, on n'est pas des millionnaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée approximative de ce que ça peut représenter? Vous avez parlé de coûts, on comprend qu'il y a un effort de votre part pour produire ces données. Donc, si vous pouvez avoir un peu plus de détails pour les personnes qui ne sont pas familières avec le processus, ce serait très apprécié. Merci. Oui, comme je l'ai dit tantôt, je pense que je vais vous envoyer le lien pour la présentation qui a déjà été faite au SIX. Ça vous vraiment walkthrough, ça vous présente les étapes une par une, puis les documents à présenter, puis les délais, etc. Je ne peux pas m'engager dans ce sens-là, mais l'information est définitivement disponible. Que le lien pourrait être placé dans le chat, là, comme ça on pourra le prendre? D'accord, je peux l'envoyer à M. Leclerc, étant donné qu'on termine, donc je peux vous l'envoyer. Oui. Très bien, puis je le ferai suivre à tout le monde. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Camiran et Assia, et je laisse le mot de la fin à Fatima. Simplement réitérer mes remerciements en fait à Mme Camiran et Mme Meloy pour cette présentation qui était très intéressante. Merci également en fait à toutes les personnes présentes aujourd'hui, qu'elles soient étudiantes ou professionnelles en exercice. Un gros merci également à Mesdames Chantario et Emmanuel Dufault, qui sont toutes deux conseillères en communication à l'École de santé publique, donc qui sont responsables de l'organisation et de la promotion de tous nos séminaires en fait. Et nous vous invitons donc à notre prochain rendez-vous qui se tiendra le 16 novembre sur le thème de modèle de prédiction des impacts sanitaires de la chaleur avec apprentissage automatique, présenté par un professionnel de la direction de la santé environnementale au travail et de la toxicologie de l'INSPQ. C'est ce qui conclut donc notre séminaire d'aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente journée et profitez peut-être des restants de soleil qui nous restent. Merci encore. Merci à tout le monde. À notre prochain rendez-vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Mme Camiran. Merci, Assia. Est-ce qu'Assia a déjà quitté? Elle a fait un excellent travail. J'étais très fier d'elle comme une de nos anciennes étudiantes. C'était très clair.
Je vais lui passer le mot. Merci beaucoup.